Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire en immigration francophone au Canada. Aujourd'hui, on va parler de migrants et migrantes temporaires. Quelques mots d'introduction pour commencer. Alors, on utilise la plateforme Zoom Réunion aujourd'hui. Donc, vous avez contrôle sur votre micro et votre caméra. On vous invite donc à garder vos micros en sourdine jusqu'à ce qu'on soit à la période d'échange questions-réponses. Allumez vos caméras, c'est toujours plus agréable pour les panélistes de présenter des beaux visages plutôt qu'à une liste de noms sur l'écran. Donc, ne soyez pas timides, on est, comme on dit dans la francophonie, on est en famille. Et bien sûr, je vous invite à également utiliser la fonction de clavardage pour les questions et les commentaires et on va y répondre au fur et à mesure ou sinon on vous reviendra par courriel plus tard. Donc, cette présentation est enregistrée et sera diffusée sur les réseaux de l'Observatoire. Donc, j'aimerais commencer la rencontre avec une reconnaissance du territoire. Je suis personnellement très choyée de résider et d'élever ma famille en territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Et je vous invite également à effectuer une reconnaissance du territoire où vous résidez via le clavardage. Alors, l'Observatoire en immigration francophone au Canada, notre mission, c'est vraiment de créer un espace de partage de recherche et de mobilisation des savoirs pour appuyer non seulement les politiques publiques, mais également les pratiques en immigration francophone. On a comme vision de devenir la référence en immigration francophone au Canada. Et nos valeurs sont vraiment l'ancrage dans la francophonie canadienne, le par et pour, une approche collaborative et participative, et bien sûr la rigueur scientifique, l'innovation et l'accessibilité. Donc, l'Observatoire de migration francophone est un organisme à but non lucratif dont le fiduciaire est l'Université de l'Ontario français. L'Université de l'Ontario français est à Toronto, a été fondée en 2018 et c'est vraiment la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. Donc, quatre domaines de formation à l'Université de l'Ontario français, études des cultures numériques, économie et innovation sociale, environnement urbain et pluralité humaine. Je vous invite à visiter uontario.ca pour en savoir plus sur cette belle université francophone. On va arrêter le partage d'écran et ça me fait un grand plaisir de donner la parole à Médétonoine Olivier Guédé de la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour quelques mots, puisque le projet qui vous sera présenté aujourd'hui est le fruit donc d'une collaboration entre la FCFA, le regroupement Voix vers la prospérité et l'Observatoire. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'avoir Médétonoine avec nous pour quelques mots. À toi la parole, mon cher. Merci beaucoup, Kim. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au nom de la FCFA du Canada, leader national de l'immigration francophone, je suis très heureux d'ouvrir cet atelier consacré à l'exploration de l'expérience d'intégration des immigrantes et immigrants temporaires francophones. Je tiens à remercier chaleureusement, comme Kim l'a dit, Voix vers la prospérité et l'Observatoire de l'immigration francophone pour leur collaboration précieuse. C'est grâce à ce partenariat que nous pouvons amorcer ensemble cette réflexion nécessaire sur les trajectoires des travailleurs temporaires et des étudiants internationaux qui choisissent de vivre en français au Canada dans nos différentes communautés. Cet atelier est un premier pas vers une meilleure compréhension de leur réalité, souvent marquée par de grandes précarités, une incertitude juridique et un accès inégal aux services et aux droits. Beaucoup d'immigrants temporaires vivent avec l'angoisse de la date de fin de leur permis et de leur non-renouvellement.
Pour certains travailleurs étrangers, cette précarité s'accompagne d'abus, conditions de travail injustes, logement inadéquat, salaire non conforme. Et souvent, par peur de perdre leur statut, ils n'osent pas dénoncer ces situations, ayant peu de recours à leur disposition. À cela s'ajoute l'accès limité ou inégal aux soins de santé, selon la province ou le statut. De nombreux travailleurs et étudiants doivent recourir à des assurances privées, ce qui augmente encore leur vulnérabilité. Et puis, il y a un enjeu trop souvent ignoré. Ces personnes n'ont pas accès aux services d'établissement financés par IRCC. Bien que plusieurs organismes les accueillent, quand même au-delà des balises administratives. Ce décalage entre la réalité des communautés et les règles de financement mérite qu'on s'y attarde. Car si ces francophones temporaires vivent, travaillent et se divertissent en anglais, nous perdons une occasion essentielle, celle de les intégrer dans nos communautés francophones et acadiennes, de renforcer notre vitalité et de bâtir un tissu social plus inclusif. Le Canada s'appuie aujourd'hui de plus en plus sur l'immigration temporaire, ce qui soulève des questions fondamentales sur l'équité entre immigrants temporaires et permanents, sur la gestion des parcours migratoires et sur notre capacité collective à assurer une intégration durable en français partout au pays. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Votre participation démontre un engagement commun à mieux comprendre ces enjeux. Pour la FCFA, il est essentiel d'ouvrir cet espace de dialogue afin de mieux inclure les personnes immigrantes temporaires dans nos réflexions, nos politiques et nos actions, et de bâtir une francophonie vraiment inclusive et représentative de toutes ces voix. Merci beaucoup et bon atelier. Merci, Médétonoine. Merci à la FCFA et à Voix vers la prospérité pour la belle collaboration. Et bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois absolument mentionner l'appui que nous avons reçu de la part des réseaux en immigration francophone, particulièrement le RIF Manitoba, au niveau donc du recrutement des participants de cette recherche. Alors, je vois les noms dans la liste. Donc, merci beaucoup de votre appui pour cette recherche. Donc, vous le connaissez certainement, c'est un des champions de la recherche en immigration francophone. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter mon collègue Marc Valade, qui a été le chercheur principal de cette étude et qui va nous présenter les résultats aujourd'hui. Donc, Marc, à toi la parole. Alors, merci, Kimberly. En guise d'introduction, donc, cette présentation, elle porte sur une étude exploratoire qui s'intéresse à l'expérience d'établissement et d'intégration de migrants et migrantes temporaires francophones en contexte minoritaire. Nous nous intéressons particulièrement à leur relation avec les communautés francophones et acadiennes et à l'incidence que ces communautés peuvent avoir sur leur parcours. Maintenant, brièvement sur la méthodologie, l'étude repose sur des entretiens semi-dirigés menés dans 4 régions où l'on trouve des francophones. On s'est intéressé à des personnes arrivées au Canada depuis 2016 avec un statut temporaire, soit comme travailleuses ou étudiantes. Les récits recueillis permettent de documenter en profondeur leur trajectoire d'établissement et leur perception de leurs propres enjeux d'intégration. Alors, diapo. Débutée en 2024, cette étude a bénéficié de la participation de 27 personnes migrantes francophones vivant en contexte minoritaire. Ces personnes étaient établies dans l'une des 4 régions ciblées, le nord-est ontarien, la région de Moncton au Nouveau-Brunswick, la région de Winnipeg-Saint-Boniface et la grande région de Vancouver. Diapo. L'échantillon est également diversifié sur les plans du genre et de l'appartenance ethnoculturelle. Un peu plus de la moitié des personnes rencontrées sont des femmes et les 3/4 sont des personnes racisées, principalement originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, cette composition n'était pas recherchée d'avance,
mais il reflète une réalité observable dans les cohortes récentes de migrants temporaires francophones. La diapo suivante sur les profils. Alors, toutes ces personnes étaient arrivées au Canada depuis 2016 avec un statut temporaire, soit comme travailleuses, soit comme étudiantes internationales. Au moment des entretiens, la majorité détenait encore ce statut temporaire. Certaines avaient amorcé ou complété une transition vers la résidence permanente ou la citoyenneté, mais leur parcours d'intégration s'était d'abord construit à partir d'une présence précaire. Ensemble, leur récit offre une pluralité de perspectives, tout en faisant émerger des expériences récurrentes qui éclairent les logiques d'établissement et d'intégration dans ces contextes minoritaires. Donc, voyons maintenant les principaux constats émanant de ces données. Un premier constat porte sur l'instabilité statutaire, qui marque profondément les trajectoires des personnes rencontrées. Plusieurs ont connu des périodes d'attente, des transitions incertaines ou des renouvellements de statut à répétition. Dans certains cas, ces démarches ont été entamées dans l'urgence, avec un accès limité à l'information ou à l'accompagnement. Cette instabilité a souvent freiné la projection dans l'avenir. Certains nous ont dit avoir reporté des projets de formation, de travail, voire de famille, en raison de l'incertitude entourant leur droit de rester. Même après plusieurs années d'installation, certaines se percevaient encore comme de passage, faute de reconnaissance de leur enracinement. Le statut temporaire affecte aussi l'accès à des ressources clés, l'aide financière, le logement, certains services de santé et même les services d'établissement, qui ne sont pas généralement accessibles aux temporaires. Alors, cela crée un effet d'exclusion structurelle dès le départ, avec des répercussions durables. Comme le résumait une participante, avec un permis de travail, tu existes, mais pas tout à fait. Il faut toujours prouver que tu mérites de rester. Un deuxième constat, donc la diapo suivante, porte sur l'accès aux services en français, qui demeure inégal selon les secteurs, les régions et même parfois d'une institution à l'autre. Plusieurs participantes nous ont souligné un décalage entre les promesses de services en français et la réalité sur le terrain. Dans certains cas, l'offre est inexistante. Dans d'autres, elle est bien prévue, mais non accessible de façon spontanée ou durable. Il faut parfois insister, attendre plus longtemps ou accepter un service de moins qualité, ou même en anglais. Ce constat touche autant les services de santé que les services communautaires, l'aide à l'établissement ou l'accompagnement administratif. Pour des personnes récemment arrivées, ça complique l'accès à l'information, ça freine la compréhension de leurs droits et ça alimente un sentiment d'exclusion. Comme l'a dit une autre participante, quand tu demandes un service en français, on te regarde comme si tu voulais quelque chose de spécial. Mais c'est juste normal. Alors, avec la diapo suivante, un autre constat saillant concerne l'accès restreint, voire cloisonné, à la francophonie minoritaire. Pour plusieurs personnes rencontrées, établir un lien avec les communautés francophones locales n'allait pas de soi. Le simple fait de partager la langue ne garantissait ni un accueil chaleureux, ni un sentiment d'appartenance. Certaines personnes migrantes ont décrit la communauté francophone comme difficile à pénétrer ou perçue comme peu inclusive ou même distante. D'autres ont dit ne pas avoir été informés de l'existence d'organismes, d'activités ou de services en français à leur arrivée. Même après plusieurs mois, plusieurs ignoraient qu'il existait une vie associative ou communautaire francophone dans leur région. Ce manque de connexion initiale a souvent eu des effets durables. Il a limité les occasions de socialiser, de s'informer ou de tisser des liens professionnels. Certaines personnes ont fini par chercher ces appuis ailleurs, parfois en dehors de la francophonie. Une participante nous a dit à cet effet, « Quand je suis arrivé, je ne savais même pas qu'il y avait des services ou des groupes francophones ici. Je me sentais seul, même en parlant la langue. » Alors, la diapo suivante, un autre constat important concerne le marché du travail, perçu à la fois comme restreint et peu accueillant.
Plusieurs personnes migrantes temporaires ont mentionné avoir eu de la difficulté à obtenir un premier emploi dans leur domaine, malgré leur qualification. La reconnaissance de l'expérience ou des diplômes obtenus à l'étranger pose problème, mais ce sont aussi les réseaux informels qui sont souvent essentiels pour accéder aux opportunités d'emploi qui faisaient défaut. Dans certains cas, des offres étaient uniquement disponibles en anglais, même dans des régions à forte présence francophone. Cela limitait leur accès à des postes qualifiés et renforçait une forme d'assignation à des emplois précaires. D'autres évoquaient une forme de fermeture ou de méfiance de la part d'employeurs peu familiers avec les statuts temporaires. Comme le résumait une participante concernant des demandes d'emploi, quand tu dis que tu es étudiante internationale, on ne te prend pas. Ils pensent que tu vas juste repartir. Alors, ce climat a contribué à renforcer un sentiment d'exclusion et à ralentir l'intégration économique durable. Alors, diapo suivante, ces constats mettent en lumière des barrières spécifiques, mais qui partagent un fil conducteur, soit l'effet du statut temporaire. Celui-ci engendre une forme de précarité structurelle qui affecte non seulement les droits et les accès, mais aussi la manière dont ces personnes sont perçues et parfois invisibilisées dans les espaces francophones. Ce double impact, statutaire et symbolique, contribue à produire des expériences d'exclusion ou de marginalisation, même au sein des communautés censées les accueillir. C'est à partir de cette lecture qu'on peut mieux comprendre certains parcours d'ancrage ou de décrochage. Passons maintenant à des constats comparatifs, où ce fil conducteur va s'exprimer avec des variantes reliées au profil des personnes participantes. D'abord, les récits recueillis révèlent des différences importantes selon le statut temporaire à l'arrivée. Les personnes étudiantes ont généralement eu accès dès le départ à un encadrement institutionnel plus structuré, tel l'accueil, l'accompagnement administratif, le mentorat par des étudiantes, le logement sur les campus ou encore des réseaux personnels créés autour des études. En revanche, les personnes venues avec un permis de travail ont souvent dû composer seules avec un marché qu'elles ne connaissaient pas, des conditions de logement instables et peu de repères dans la communauté. L'isolement, surtout en région, est revenu comme un thème très fort. Cela ne veut pas dire que le parcours étudiant est sans défi. Au contraire, plusieurs ont décrit une pression intense à performer, à justifier leur place, en particulier les personnes afrodescendantes. Quelques-unes ont aussi été exploitées par des propriétaires d'immeubles, profitant de leur naïveté ou d'une méconnaissance de leurs droits. L'infrastructure universitaire semble toutefois avoir joué un rôle protecteur, du moins à court terme. Enfin, ce sont les passerelles entre le milieu institutionnel et la communauté environnante qui semblent souvent absentes ou peu accessibles pour les étudiantes et étudiants. Dans la diapo suivante, les récits recueillis révèlent des différences notables selon le genre, notamment dans les expériences de travail. Plusieurs femmes ont rapporté devoir faire preuve d'une rigueur accrue pour être reconnues, tout en gérant des attentes implicites de disponibilité ou de politesse qui ne s'imposaient pas de la même manière à leurs collègues masculins. Ce double standard professionnel, combiné à des enjeux liés à leur statut temporaire et à leur origine, alourdit souvent leur charge mentale. Certaines ont évoqué des cas d'exploitation dans le logement ou sur le marché du travail, mais aussi un climat de suspicion ou de condescendance quant à leurs compétences. Une participante évoquait ainsi ce regard porté sur elle dans son milieu professionnel. « Je suis la petite noire qui arrive. Je sais que si je n'avais pas de résultat en partant, déjà je serais jetée à la poubelle parce que c'est comme ça qu'ils font. » Ces récits illustrent que les enjeux d'intégration professionnelle sont genrés et souvent amplifiés pour les femmes afrodescendantes dans un contexte de migration temporaire. Enfin, les hommes interrogés ont plus tendance à internaliser les problématiques rencontrées sur le plan professionnel qu'à les dénoncer.
Dans la diapo suivante, l'analyse comparative selon l'appartenance identitaire met en évidence des écarts importants dans la manière dont les personnes sont perçues, qu'elles sont reçues et intégrées dans les communautés francophones. Les personnes eurodescendantes rencontrées, bien que moins nombreuses, rapportent généralement une intégration plus fluide dans leur milieu. Certaines ont même mentionné que leur accent européen ou leur parcours académique suscitait une forme de valorisation ou de curiosité bienveillante. Elles n'ont que rarement rapporté des soupçons à leur égard ou des expériences d'exclusion directe. À l'inverse, les personnes afrodescendantes, qui constituent la majorité de notre échantillon, décrivent un tout autre rapport à l'intégration. Plusieurs ont fait état d'une vigilance constante, du besoin de faire leurs preuves et d'un sentiment d'être en position de justification permanente. Ce sentiment n'est pas simplement subjectif. Il s'enracine dans des expériences concrètes d'indifférence, de stéréotypes ou de microagressions, y compris dans des milieux francophones censés être accueillants. Cela ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas intégrées ou qu'elles n'ont pas tissé de liens, mais pour plusieurs, l'effort exigé a été plus grand et la reconnaissance plus lente à venir. Voici une citation d'une personne du nord-est de l'Ontario. Je constate qu'en fait, c'est comme si les communautés présentes pratiquaient la ségrégation, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange. Alors, cette citation illustre que les dynamiques d'exclusion peuvent se jouer au-delà des clivages linguistiques et statutaires, dans des rapports marqués par la racialisation ou la reproduction de frontières symboliques, même au sein des communautés francophones en contexte minoritaire. La dernière diapo de cette section met en évidence un enjeu transversal qui traverse l'ensemble des constats précédents, c'est-à-dire l'effet cumulatif ou croisé des différentes dimensions d'inégalité. Ce qu'on observe dans les récits, c'est que les barrières ne s'additionnent pas simplement, elles se renforcent mutuellement. Une personne qui cumule un statut temporaire précaire, une appartenance racisée et une arrivée en région éloignée va faire face à des contraintes plus importantes que si chacune de ces dimensions était prise isolément. Certaines participantes nous ont parlé d'un épuisement lié à ce cumul, un sentiment d'être en décalage constant, d'avoir à tout gérer en même temps, les papiers, le logement, l'emploi, la langue, le regard des autres, et avec peu de soutien. Pour plusieurs femmes, notamment afrodescendantes, cette charge est venue s'ajouter à celle de devoir performer ou prouver leur valeur dans des contextes souvent défavorables, même dans des institutions soi-disant francophones. Dans cette perspective, il est essentiel d'adopter une lecture intersectionnelle des parcours, non seulement pour mieux comprendre les trajectoires individuelles, mais aussi pour penser des politiques d'accueil et d'intégration en communautés francophones et acadiennes plus justes, qui tiennent compte des réalités entremêlées vécues par les personnes migrantes temporaires, appelées à transitionner et rester. Alors maintenant, en termes de perspective d'ancrage, plusieurs personnes rencontrées ont malgré tout développé un sentiment d'ancrage. C'est la diapo suivante. Elles se projettent dans leur région, dans la francophonie et veulent y contribuer. Cet ancrage repose souvent sur un cumul de facteurs, tel un parcours migratoire stabilisé grâce à l'acquisition du statut permanent, des relations significatives, une participation sociale active et une certaine reconnaissance dans leur milieu. Mais ces expériences restent fragiles. L'ancrage n'est pas acquis une fois pour toutes. Il peut être remis en question par des barrières persistantes, notamment en emploi, ou le sentiment d'être en décalage. On comprend donc que l'inclusion durable passe par des conditions de reconnaissance et de participation réelle. Donc, nous abordons maintenant les diapos conclusives. Certaines trajectoires rencontrées dans cette étude mettent en lumière le rôle potentiel des communautés francophones et acadiennes comme vecteurs d'ancrage. Ce rôle se manifeste quand ces communautés offrent des espaces d'accueil ouverts, de la reconnaissance
ou facilitent des connexions significatives. Ce n'est pas tant l'identité francophone en soi qui favorise l'inclusion, mais plutôt la capacité d'ouverture, de solidarité et de réponse aux besoins réels. Lorsqu'elles y parviennent, les communautés francophones et acadiennes peuvent devenir des lieux de stabilisation et de participation active, où les personnes migrantes se sentent vues, utiles et légitimes dans leur contribution. Diapo suivante. Les trajectoires analysées montrent que certaines conditions favorisent un ancrage positif dès les premières étapes du parcours. D'abord, un accueil proactif, incluant un accompagnement dès l'arrivée, parfois même en amont, permet de répondre aux besoins immédiats et de réduire le stress lié au statut temporaire. Le soutien institutionnel, lorsqu'il est coordonné avec le milieu communautaire, crée des passerelles importantes, notamment pour les personnes étudiantes. La présence d'acteurs ou d'intervenantes qui reconnaissent la spécificité des parcours temporaires contribue également à une meilleure orientation et à une reconnaissance plus rapide des défis rencontrés. Les occasions de participation active des personnes migrantes temporaires jouent aussi un rôle clé. Bénévolat, implication dans des événements locaux ou emploi dans les milieux ouverts à la diversité permettent de créer des liens, d'acquérir une visibilité et de sortir de l'isolement. Enfin, des gestes de reconnaissance, formels ou informels, peuvent avoir un puissant effet sur le sentiment d'appartenance. Ce sont souvent ces micro-gestes dans les institutions comme dans la vie quotidienne qui marquent une différence durable. Bref, plus les environnements sont accueillants, flexibles et réactifs, plus l'intégration peut s'amorcer de manière bienveillante et durable. Diapo. Alors, ce qui ressort de l'ensemble des récits, enfin, c'est l'importance de reconnaître les parcours migratoires temporaires comme des trajectoires à part entière et non comme des parenthèses provisoires. Ces parcours sont traversés par des rapports d'inégalité systémique, mais aussi porteurs d'un désir réel d'ancrage dans les communautés. Pour mieux accueillir et retenir ces personnes dans les communautés francophones et acadiennes, il faut adapter les approches à la réalité de leur précarité, tout en valorisant leur contribution. Cela suppose de sortir d'une logique d'uniformité pour penser l'intégration comme un processus différencié, mais inclusif. Un regard autocritique de la part des communautés impliquées sera essentiel à l'atteinte de tels objectifs. Enfin, pour clore cette présentation, le diapo final, je suggère 3 pistes d'approfondissement des connaissances dans ce domaine. D'abord, il serait bon de mieux comprendre ce qui distingue un sentiment de communauté francophone authentique d'une inclusion plus superficielle ou cosmétique. Enfin, il serait loisible d'analyser les inégalités d'accès à l'information et à l'accompagnement vers la résidence permanente afin de voir où et comment on peut réduire ces écarts. Enfin, il sera important d'identifier les vecteurs d'une intégration réussie des personnes migrantes temporaires en contexte minoritaire. Donc, j'en profite pour remercier les personnes ayant participé à cette étude, ainsi que les organismes promoteurs, dont la FCFA et Voix vers la prospérité. Et merci enfin pour votre écoute, et je remets la parole à Kimberly pour la suite des échanges. Et merci beaucoup, Marc. On peut arrêter le partage d'écran de la présentation. Et en fait, j'ouvre la table. Donc, on a une bonne vingtaine de minutes pour une discussion avec Marc. Donc, vos premières réactions par rapport à ces résultats, est-ce que vous êtes surpris? Voilà. Donc, vous pouvez contribuer via le clavardage ou bien cliquer sur l'icône de la main et je vous passerai la parole. Donc, c'est sous réaction et vous allez avoir levé la main. Donc, on va commencer avec Linda. Bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Merci Marc, c'est une présentation foisonnante, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées
À la fin, tu as proposé des pistes. Je suppose que c'est des pistes de recherche ou bien des pistes d'action. Là. Ça serait peut-être à clarifier parce que déjà, il y a des éléments de recherche qui existent beaucoup là, sur la question du sentiment authentique, etc. C'est tous des domaines dans lesquels il y a déjà beaucoup de recherche. Alors, j'aimerais ça mieux savoir comment tu insères ce que toi tu proposes dans la littérature. Surtout que c'est exploratoire. Alors, ce que tu nous as présenté, alors, comment est-ce que ton exploration rejoint ou pas ce qui est écrit sur euh, la question des travailleurs temporaires? Moi, j'avais trois idées pour toi, là, étant donné que c'est exploratoire comme approche, mieux distinguer ce qui relève donc de la recherche par rapport à l'action. Mais la notion de parcours, en quoi est-ce que tu as proposé vient permettre une réflexion sur la notion de parcours? Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, mais bon, on ne le voit pas bien dans tes données à la fin, c'est la question du rôle des institutions, les communautés accueillantes. Dans le fond, il y a peut-être là quelque chose à voir, les réseaux informels. Alors, sous quel chapeau on met ça? Parce que c'est des parcours individuels, mais qui sont facilités par des vecteurs d'intégration qui sont les institutions, les groupes, etc. Est-ce qu'il y a un travail à faire autour de cette dimension-là, tant sur le plan de la recherche que sur le plan pratique? Parce que sur le plan de la recherche, tu sais, on a longtemps dit on a besoin de la complétude institutionnelle en milieu minoritaire, on a besoin d'institutions pour renforcer notre vitalité. Et là, des réseaux informels, mais c'est peut-être pas vraiment une institution, mais les établissements, les communautés francophones accueillantes, tout ça, c'est des éléments. La question est de savoir jusqu'à quel point finalement ces dimensions-là dans le domaine de l'immigration constitue pas une dimension de la complétude institutionnelle en milieu minoritaire. Et donc, l'immigration vient renforcer la vitalité. Alors, tu sais, il y a cette piste-là. Puis l'autre, ben, comme observatoire, on s'intéresse aux barrières systémiques au recrutement. Qu'est-ce qu'il y aurait comme enseignement à tirer de tes entretiens pour améliorer les pratiques de recrutement? Alors ça, c'est à bâton rompu, là. Moi aussi, c'est exploratoire, là, toutes les questions qui me viennent en tête quand j'ai écouté ta présentation. OK. Alors, plusieurs questions et constats. Merci, Linda. Au meilleur de ma connaissance, je vais tenter quelques réponses. Donc, la première, c'est pour spécifier, à la fin, c'était vraiment des pistes de recherche, mais je dirais des pistes de recherche menant le plus possible vers l'action. Je ne peux pas dire à ce stade que j'ai pu comparer ces thèmes-là avec ce qui est écrit. Donc, ça serait d'abord une première phase à faire, c'est de vérifier qu'est-ce qui existe déjà et où se situeraient les écarts qui nécessiteraient d'approfondir des aspects. Mais je pense que on pourrait même penser à des types recherche-action dans ce domaine-là qui pourraient inclure des personnes migrantes qui ont vécu ces parcours-là. Et puis, c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder aussi. Maintenant, sur le rôle des institutions, donc j'en parle souvent, et des communautés en général, mais aussi tu parles de réseaux informels. Dans le fond, ce qu'on constate dans cette étude-là, c'est qu'il y a plusieurs dimensions qui permettent de favoriser un accueil et une transition puis une inclusion dans les communautés ou dans les milieux où vivent ces personnes-là. Mais ce qui m'apparaissait très clair et très marqué dans notre échantillonnage, c'est que les personnes étudiantes, entre autres, qui arrivent dans des milieux universitaires bien structurés au niveau de l'accueil, au niveau des compétences, au niveau du soutien et de plusieurs passerelles existantes, vivent une expérience différente, assez marquée des travailleuses et des travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier de ce type de soutien-là.
Et en même temps, on le sait politiquement, comment c'est difficile de soutenir les personnes migrantes au niveau de l'établissement quand les organisations financées par le fédéral ne peuvent pas le faire. Alors, ça repose sur des financements alternatifs, provinciaux, locaux, sur des bonnes volontés. Mais comme dans d'autres milieux aussi, en immigration, c'est pas juste une question institutionnelle, c'est aussi une question de réseautage personnel. Les personnes, qu'elles soient migrantes temporaires ou immigrantes en général, vont établir des réseaux de connaissances. Et c'est du capital social convergent, hein, en lien avec leurs besoins et leurs attentes. Et ça fait une différence parce que c'est aussi marqué par des rapports humains directs et bienveillants. Et donc, je pense qu'il y aurait peut-être dans la recherche aussi à faire, je ferai un pont entre les deux ou une façon de mieux articuler ces deux aspects-là, les institutions d'une part, mais aussi la constitution de réseaux et comment des passerelles peuvent permettre rapidement de construire un capital social bienveillant dans les communautés pour ces personnes-là. Alors, sur ta question d'améliorer les pratiques de recrutement, bon, évidemment, comme toute personne immigrante avant d'arriver, je pense que l'information sur les communautés francophones en contexte minoritaire est importante. Mais encore là, ces personnes temporaires-là, les personnes qui obtiennent un visa temporaire n'ont pas accès à des services en pré-départ. Alors, c'est souvent, sont laissées à elles-mêmes, essayer de découvrir qu'est-ce qui existe dans le milieu. C'est souvent d'abord soit une inscription dans une université ou soit un emploi qu'elles ont décroché en ligne qui va les amener dans une communauté, puis elles sont laissées à elles-mêmes. Alors ça, c'est certainement un lieu d'amélioration qui est possible de faire. Alors, je vais laisser la place à d'autres questions, puis on pourra revenir si au besoin. Merci, Marc. Alors, on a Ricky qui a une question. Merci beaucoup, Marc, Kimberly, et toutes les gens qui ont été impliqués à cette recherche-là. C'est très riche. Souvent, des recherches qualitatives ont une portée intuitive qui nous permet justement de concevoir des programmes, des interventions, une mobilisation communautaire. Mon intervention, mes questionnements vont un peu dans le même sens que Linda. J'ai surtout accroché à votre piste à la fin qui disait le sentiment authentique versus cosmétique. Je pense qu'il faut, évidemment, il faut se mobiliser, il faut réfléchir. Puis je pense que quand on réfléchit à l'enjeu de l'intégration, et votre recherche le dit, c'est pas une intervention spécifique qui est le succès, parce que les immigrants temporaires sont des situations vulnérables. Il y a différents niveaux de besoins ou de services dont ils ont besoin. Ce ne sont pas tous des services d'établissement gérés par le fédéral, ce sont des services locaux gérés par la province. C'est le type d'accueil au tout début, c'est les types de suivi en continu par le réseau associatif, par les réseaux d'établissement. Et donc, la solution se réside à plusieurs niveaux. Une remarque que j'aurais à faire sur la question du sentiment authentique versus cosmétique, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est à long terme que se développe un lien, une intégration. Et on a souvent tendance, parce qu'on veut quantifier les choses, de dire, ben, si ça ne se produit pas dans les 2 premières années, c'est perdu. Je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus échelonnée et à plus long terme. Les enfants vont à l'école 12 ans. Et ils sortent avec une formation et donc il ne faudrait pas avoir une surpression sur les immigrants qui disaient mais, que parce que c'est bref, que ce n'est pas authentique. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est en construction et qui prend un certain temps à se développer. Et l'autre remarque que j'aurais, ça revient à la question de la complétude institutionnelle et les types de soutien qui peuvent être donnés aux immigrants temporaires. Il me semble qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit qui pourrait être important, la famille et spécifiquement les enfants qui vont à l'école. Évidemment, ça s'applique peut-être moins aux résidents temporaires, mais peut-être, je ne sais pas si c'est une problématique qui existait. Puis
ma réflexion est celle-ci, c'est que la recherche que vous avez faite semblait dégager que lorsqu'il y avait des services d'appui beaucoup plus structurés, comme c'est le cas des établissements postsecondaires vis-à-vis leurs étudiants, que, évidemment, ça ne surmontait pas tous les problèmes, mais on avait déjà une certaine longueur d'avance où on avait des appuis existants. Alors, pour les travailleurs, c'était peut-être moins présent. La question que je me demande, et ça revient à la complétude institutionnelle, c'est est-ce que le lien d'appartenance est très ténu ou est-ce qu'il est très structuré? Par exemple, des parents qui ont des enfants dans un réseau scolaire francophone vont avoir un lien avec la communauté, avec la structuration de la communauté. Et donc, ça risque d'être porteur d'attachement, d'enracinement. Alors que lorsque c'est plus ténu, c'est pas important, les réseaux plus informels, mais quand c'est des réseaux qui sont un peu sporadiques, très peu fréquents, peu structurés, par exemple, lorsqu'on travaille, on travaille dans un milieu et on a peu de contact avec les réseaux institutionnels de la communauté. Alors, bravo pour la recherche. Là. J'espère que mes commentaires alimentent la réflexion, mais je pense que c'est très riche que vous avez développé déjà, puis on peut peut-être réfléchir pour la suite. Merci, Ricky. Je reçois ces commentaires-là de façon constructive. Alors, je dirais, en commençant par la fin, là, que au niveau de la complétude institutionnelle, puis le lien que tu fais avec le temps qui s'écoule en termes de vécu dans une communauté, puis le lien avec les familles, c'est sûr que ça est par expérience et aussi par connaissance dans d'autres recherches que j'ai faites dans des contextes similaires, mais avec des résidents permanents. Plus il y a de l'ancrage familial dans une communauté, plus il y a du temps passé, plus les structures qui sont impliquées avec tous les membres de la famille font leur travail et plus ça crée des conditions de rétention et des conditions de participation. Maintenant, on est avec un échantillon de migrants temporaires qui vivent non seulement le cours temporaire, mais souvent, mais aussi beaucoup d'insécurité. Et il y a peu de familles là-dedans. Vous avez vu, les 2 tiers de notre échantillon sont des étudiants, moyenne d'âge 25 ans. Alors, il y en a quelques-unes qui ont des familles là-dedans, mais peu. Donc, c'est difficile de parler de cet aspect-là. Par contre, il y en a qui disent j'aimerais faire venir ma famille. Il y en a, j'ai eu des participantes qui ont laissé des familles derrière et qui sont à la première année ou deuxième année, puis qui sont encore en train d'espérer de les faire venir. Et c'est une situation humaine qui crée de l'angoisse aussi, puis qui crée de la solitude et que si on pouvait travailler aussi ou faciliter la réunification familiale, même en contexte temporaire, parce que c'est possible, si on offre moins de résistance politiquement à ça, on peut favoriser aussi une préparation d'ancrage dans les communautés sur le long terme. Alors, maintenant, les termes que j'ai mis en opposition, communauté authentique versus cosmétique, c'est une façon aussi de résumer les critiques que plusieurs personnes ont apportées à l'effet de, est-ce que c'est vraiment une communauté francophone dans laquelle je suis atterri? Est-ce que le français est vraiment bienvenu? Est-ce que je peux avoir accès à des services de cet ordre-là? Puis même les réseaux francophones existants, est-ce qu'ils sont ouverts à ma venue avec ma différence? Alors, on peut se proclamer communauté francophone accueillante, mais aussi pour ces gens-là, ça, c'est une façade. Comment je pourrais dire, c'est le site d'accueil. Mais en même temps, c'est dans leur vécu quotidien qu'ils vérifient comment se vit cet accueil-là. Puis ce vécu quotidien-là, il passe par l'employeur, il passe par aller au marché, il passe par les institutions, la santé, etc., dans toutes les démarches qu'ils ont à faire. Et là-dessus, bien souvent, ils sont comme temporaires laissés, ou ils ont le sentiment d'être laissés à eux-mêmes, mais c'est aussi une question de perception dans le sens où ils connaissent peu les outils ou les organisations communautaires qui pourraient faire aussi un bout avec eux. Donc, il y a une question de connaissance, d'information qui circule mal
chez les personnes temporaires, que ce soit avant l'arrivée ou une fois arrivées. Mais j'aurais dit aussi, c'est des personnes qui sont dans le court terme. Alors, pour elles, bien souvent, ces 2-3 premières années sont charnières en termes de l'opinion qu'elles développent de la communauté dans laquelle elles sont. Maintenant aussi, on les interrogeait sur leurs intentions futures. Puis, à notre surprise, c'est que la majorité nous disent après 2-3 ans qu'ils souhaitent rester dans la communauté où ils sont parce qu'ils ont établi des liens. Ils ont développé un début d'appartenance, mais ils nous disent aussi, comme dans d'autres recherches aussi, c'est l'économique qui va déterminer aussi leur choix. Est-ce qu'ils vont trouver un emploi à la mesure de leurs compétences puis de leurs attentes? Et ça, ils nous disent, ben, s'ils ne le trouvent pas puis que l'offre provient d'ailleurs, ils vont certainement penser changer de communauté. Merci Marc, merci pour cette discussion très riche et merci également pour les commentaires dans le clavardage. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour d'autres questions pour Marc. Je serais curieuse, donc on a eu des interventions surtout liées à la recherche comme telle, mais je serais curieuse d'entendre la réaction de fournisseurs de services, que ce soit des services directs ou indirects. Comment est-ce que vous recevez, est-ce que vous êtes surpris des résultats de cette recherche? Donc, je vois la liste des intervenants. Je vais pas mettre mon chapeau de professeur d'école et je ne vais pas vous pointer, mais vous savez que j'aimerais bien vous entendre réagir. Et puis même si vous êtes arrivé comme Canada en tant que migrant temporaire, est-ce que comment est-ce que personnellement vous recevez les résultats de cette étude? Je vous donne quelques secondes pour... Ah, excellent. Céline, tu as la parole. Merci. Attends, je vais baisser la main. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Céline. Je suis gestionnaire des services emploi et établissement à l'association franco-yukonaise à Whitehorse. Et je suis une ancienne arrivante. Donc, je combine. Moi, je dirais, j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée d'avoir cette session aujourd'hui. Et je suis partagée sur les résultats, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire que je n'ai eu aucune surprise en entendant les résultats de la recherche parce que c'est quelque chose auquel on est confronté au quotidien dans notre travail. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le secteur, dans d'autres territoires et provinces également. Et ça s'aligne complètement. Donc, j'aurais bien aimé en apprendre plus sur la réalité de terrain des travailleurs temporaires. Donc ça, c'était peut-être un petit « oh, dommage ». Mais je dois dire que je suis enchantée qu'il y ait une recherche qui documente ce que nous, on vit au quotidien dans nos services. Donc, même si les résultats étaient sans surprise, pour moi en tout cas, je dois dire que le fait que c'est documenté et que potentiellement ça pourra être diffusé, communiqué, etc., je trouve ça extrêmement validant pour l'expérience de ces personnes qui tombent justement dans les fissures, qui ont des difficultés intersectionnelles supplémentaires, etc. Donc, je suis vraiment enchantée que la recherche ait eu lieu. Et justement, je serais vraiment enchantée qu'il y en ait d'autres sur le sujet parce que c'est un sujet qui n'est pas assez étudié, qui n'est pas assez documenté et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondément. On parle aussi évidemment de diversité de plein d'autres manières, de spécificités régionales, etc. Donc voilà, je voulais juste partager un petit peu le ressenti que d'un point de vue de prestataire de service, non, les résultats pour nous, en tout cas pour moi, n'avaient pas de surprise. Mais merci de le mettre par écrit dans une recherche officielle, ça fait plaisir. Si je peux réagir brièvement, alors merci Céline, juste pour dire que on est conscient, puis je n'ai pas eu le temps de parler des limites, hein, parce qu'il y en a plusieurs limites dans notre recherche, entre autres au niveau de l'échantillon. On aurait souhaité avoir un meilleur équilibre entre travailleurs et étudiants. Mais le temps et des enjeux de promotion, tout ça, ça n'a pas favorisé cet équilibrage-là, entre autres. Donc, malgré tout, il est très clair dans le court échantillon,
versus 18, 9 travailleurs et travailleuses, qu'il y a un décalage en termes d'expérience. Ça mérite peut-être d'être poursuivi. Merci, Marc. Et j'ai Blandine qui souhaite prendre la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, Oui. Oh, OK. Parce que moi, j'ai pas le retour. J'ai eu un problème avec mon casque. Donc, moi, je voulais juste rajouter un complément. Merci beaucoup, Marc, pour la présentation. Je suis d'accord avec Céline. Il faut bien commencer quelque part et puis c'est bien que cette étude existe parce que ce sont des choses qu'on sait depuis voilà, très longtemps et maintenant, il y a un début, on a besoin de données probantes, voilà, ça commence à être disponible. Moi, tout ce que je voudrais rajouter, c'est que pour la prochaine étape, par exemple, là, on a parlé beaucoup des défis, et des difficultés. En général, la communauté ou les Canadiens, entre guillemets, voient les immigrants, les nouveaux arrivants, surtout de minorités visibles, parce que c'est ce qui frappe le plus, comme étant des personnes qui viennent utiliser le système, qui viennent bénéficier parce qu'ils laissent une vie de misère, entre guillemets, et puis ici, ils viennent pour améliorer. Donc, ils les voient un peu comme un obstacle, d'où toutes ces difficultés après d'intégration, d'acceptation, etc. Mais la partie qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas, c'est la contribution socio-économique de ces personnes, même étant étudiants, déjà avec les frais de scolarité exorbitants qu'ils ont à payer, qui font survivre nos institutions postsecondaires, toutes les dépenses qu'ils font, les familles qui viennent rendre visite et ce qu'elles dépensent, que ce soit dans les hôtels, les achats, etc., la consommation sur place, les achats pour retourner chez eux, pour apporter sur le continent pour la famille, etc. Le travail, souvent ils vont prendre des emplois que beaucoup de Canadiens ne veulent pas faire. Ils vont accepter de prendre des emplois très difficiles pour pouvoir survivre. Ils payent des impôts. Ça, beaucoup de gens ne savent pas que quand ils arrivent ici, ils travaillent, ils payent des impôts. Donc, ils contribuent aussi à utiliser, je veux dire, ils n'utilisent pas le système gratuitement parce qu'ils contribuent à cela d'une certaine façon. Donc, je pense que ce sera important de faire ressortir cela pour avoir un certain équilibre parce que c'est pas d'accord, il y a plein d'obstacles, mais ce n'est pas que ça. Il faut que les gens comprennent aussi qu'ils ne sont pas là seulement pour se plaindre, ils sont là pour contribuer, pour faire avancer la société canadienne. Et sans beaucoup de... Là, je ne parle même pas seulement des temporaires, parce que les étudiants, les immigrants temporaires, souvent, c'est eux qui vont vouloir faire du bénévolat dans nos centres communautaires quand ils viennent. Les résidents permanents, eux, ils vont vouloir chercher du travail. Donc, des fois, ce sont ces résidents temporaires qui permettent à certaines de nos activités de fonctionner, qui redynamisent certaines de nos communautés. Donc, pour moi, ce serait bien d'avoir dans une étude un aspect à ça pour, pour essayer d'améliorer la compréhension des gens et puis lutter contre ce racisme systémique qui existe quand on voit des personnes de minorités visibles et plus encore les étudiants. Voilà, donc c'est ce que je voulais mentionner. Merci. Merci Blandine. Je vois également Élodie à la main levée, donc je propose peut-être laisser Élodie faire son intervention et puis Marc, tu pourrais conclure suite aux deux interventions. Merci, Kimberly. Vous m'entendez, ça va?
J'ai eu des petits bugs tout à l'heure, donc ok, super. Merci Marc pour la présentation qui soutient exactement les réalités qu'on voit dans beaucoup de nos communautés. Et je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que Blandine était en train d'évoquer. Je suis aussi très contente de voir de plus en plus d'études qui sortent par rapport à ces nuances qui évoluent au fil du temps et des changements de politique, etc. Je voulais aussi, j'ai mis dans le chat, il y a IRCC qui vient juste de sortir une étude en juillet par rapport à justement, euh, pardon, je l'avais juste ici, par rapport aux expériences comparées de la population étudiante internationale et celle née au Canada sur leur intégration du marché du travail, qui souligne également les contributions économiques. Donc, c'est des choses qui ont commencé à intégrer un petit peu les recherches et ces données probantes. On a commencé à les prélever il y a peut-être 5 ans. Et je suis très contente de voir qu'il y a un roulement, que ça commence à se voir, que ça se retrouve dans des publications de chercheurs, mais aussi au niveau du gouvernement pour voir qu'on est entendu, reste à voir si les choses rentrent dans les politiques et sont actionnées, etc. Et pas pour prendre plus longtemps, juste pour mentionner aussi que on vient juste de commencer. Donc, je travaille pour la CEFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et on vient juste de lancer le projet mars dernier pour une communauté de pratique qui cherche à pouvoir adresser, soulever les bonnes pratiques au sein des établissements d'enseignement dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et donc, on est vraiment intégrés. Chacun de nos membres sont les porte-parole de toutes les problématiques que tu as relevées, Marc. Et puis, je suis très contente de voir qu'il y a des communications, des publications, de la recherche. Tout se passe un peu simultanément et je pense que ça va faire en sorte qu'on pourra trouver des passerelles un petit peu plus fluides vers l'intégration, la communication entre des fournisseurs de services à la sortie des études ou juste pour immigration temporaire, etc. En tout cas, merci beaucoup pour la prise de parole. Élodie, Marc, 1 minute pour le mot de la fin. Oui, alors, merci pour vos 2 dernières interventions que j'appuie d'emblée. Mais je voulais juste dire que, vous savez, une recherche qualitative, c'est toujours difficile d'en transmettre toute la richesse de contenu dans une présentation. Alors, j'ai essayé de faire à la fois synthèse, mais aussi de montrer des aspects comparatifs variés là, la source est là. Hein, juste pour vous donner une idée, on a 24 heures d'enregistrement. Avec 27 personnes, c'est beaucoup de contenu à analyser. Donc, il y a certainement, on pourra faire des travaux par la suite, puis c'est peut-être même un contenu qui pourrait être mis à disposition de chercheurs et chercheuses qui veulent approfondir ces questions-là et les utiliser vers des publications. Maintenant, je reviens sur un constat majeur que j'ai présenté comme mot de la fin. C'est celui de l'effet cumulatif et croisé des différentes dimensions d'inégalité. C'est ce qui ressort, je pense, le plus dans cette recherche-là, dont la question des statuts précaires et de l'identité ou l'origine des personnes migrantes temporaires en communauté francophone. Je vous laisse là-dessus et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre participation bienveillante. Merci à toi, Marc, pour cet excellent travail. Merci à la FCFA et à Voix vers la prospérité pour la belle collaboration. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir choisi de passer cette heure avec nous pour mettre de l'avant la réalité des migrants temporaires dans les communautés francophones. Donc, on vous invite je sais que vous avez vos téléphones avec vous à côté, bien sûr. Alors, je vous invite à scanner le code QR qui est à l'écran pour vous abonner à l'infolettre de l'Observatoire si ce n'est pas déjà fait. Et ça a été mis dans le clavardage, mais vous recevrez également un lien pour une évaluation de la session pour nous permettre de bonifier les prochaines éditions. Et bien sûr, l'enregistrement de la présentation vous sera envoyé et sera diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, merci énormément pour votre participation et merci à ma collègue Claire qui est, on l'appelle notre DJ à l'interne et qui s'occupe de tout l'organisation logistique, tous les trucs à l'écran, etc. Et c'est elle qui fera les suivis avec vous. Donc, voilà, merci pour votre participation et on se voit le mois prochain pour un autre atelier de l'Observatoire.
Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye. Merci, au revoir. Bel été.